Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus ce soir écouter Stéphane Lissner, puisque, comme vous le savez, l'opéra va avoir 350 ans l'année prochaine. Et comme je l'avais indiqué lors de la masterclass de Philippe Jordan, le 10 avril dernier, le Collège de France, ne pouvant pas rester insensible à cet anniversaire, a saisi cette occasion pour organiser avec l'Opéra de Paris une série de grandes conférences qui s'ouvrent aujourd'hui, en fait, avec une conférence inaugurale de Stéphane Lissner, « Pourquoi l'opéra aujourd'hui ?» et se poursuivra entre juin 2018 et avril 2019 avec celle du metteur en scène Dimitri Tcherniakov, de l'architecte et photographe Hiroshi Sugimoto et de la chorégraphe Anne-Theresa de Kersmacher. Donc un grand merci à l'Opéra de Paris, en particulier à Stéphane Lissner et à Olivier Aldiano, d'avoir répondu avec enthousiasme à cette invitation et proposé un programme dont vous voyez tout de suite la diversité, la qualité, l'originalité aussi. Merci, chère Florence Terrasse-Rioux, pour votre engagement dans les activités culturelles du Collège de France. Merci à la Fondation Hugo, que vous dirigez, pour son soutien financier. Est-il nécessaire de le rappeler, Stéphane Lissner, directeur de l'Opéra de Paris depuis octobre 2012, est aussi un artiste qui a œuvré dans différents secteurs des arts vivants, dont le théâtre, en collaboration avec Alain Françon et aussi avec Bernard Sobel. Il a occupé des postes très variés, dont la direction de centre dramatique à Aubervilliers, puis à Nice. Et je ne prendrai pas trop de temps sur notre plaisir à écouter Stéphane Lissner, mais il faut quand même que je rappelle qu'il a dirigé le théâtre du Châtelet, en assurant en parallèle celle de l'Orchestre de Paris. Et pendant plus de 8 ans, il a dirigé le Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence et co-dirigé pendant la même période, 1998-2006, le Théâtre des Bouffes du Nord avec Peter Brook. De 2005 à 2014, Stéphane Lissner est surintendant et directeur artistique du Teatro alla Scala de Milan et directeur de la musique du Wiener Festwochen à Vienne. Donc, au cours de sa carrière, il a donc eu l'occasion de fréquenter et de travailler avec les plus grands. Donc, je ne vais pas faire une liste complète, mais je ne peux pas ne pas citer Daniel Barenboim et Pierre Boulez, Patrice Chéreau, Christophe Werlikowski, Robert Wilson, Pina Bausch, William Forsythe, sans oublier évidemment Dmitri Tcherniakov et Anna-Theresa de Kersmacher, qui, je le répète, nous ferons l'honneur de venir au Collège de France les 8 novembre 2018 et 10 avril 2019. Alors, cher Stéphane Lissner, pourquoi l'opéra aujourd'hui ? Merci, cher Alain. Je voudrais simplement, avant de commencer, remercier évidemment le Collège de France pour cette invitation qui nous a touchés, puisque pour nous, pour l'Opéra de Paris, l'anniversaire, les 350 ans, c'est un événement exceptionnel, puisque nous aurons évidemment une activité artistique, chorégraphique et lyrique pendant toute l'année 2019, mais aussi nous avons ici même donc cette série de conférences, mais nous aurons également avec d'autres grandes institutions, comme le Musée d'Orsay, une exposition autour de Degas, mais aussi un projet autour de l'opéra et des grands artistes autour du XXe siècle avec Beaubourg, avec la Bibliothèque nationale de France, etc. Donc beaucoup d'activités bien sûr, à l'Opéra Bastille et au Palais Garnier, mais également à l'extérieur de notre théâtre. Voilà. Donc un grand merci en tout cas pour cet accueil et je vais commencer. Au moment de célébrer le 350e anniversaire de l'Opéra de Paris, la question du sens de la mission de notre établissement se pose avec force. À quoi sert l'opéra aujourd'hui ?
Quelles sont nos missions en ce début du XXIe siècle? Et bien au-delà de cette question organique, j'ai eu envie d'interroger avec vous l'existence même du genre lyrique. Cela m'a fait songer à un ouvrage récent du philosophe Francis Wolff, professeur émérite à l'École normale supérieure de l'art rue d'Ulm, intitulé « Pourquoi la musique ?» et au texte de Pierre Boulez de 1963, publié sous le titre « Penser la musique ». Le philosophe et l'immense musicien disparu il y a 2 ans m'ont ainsi soufflé ce dont je voudrais vous parler ce soir. Pourquoi l'opéra aujourd'hui? Cette question se pose indéniablement, et j'irais même jusqu'à dire que je suis chaque jour davantage surpris et heureux que ce genre, l'art lyrique, déchaîne les passions et remplisse les théâtres. Le 350e anniversaire de l'opéra nous pousse à cet étonnement. Certes, l'Ancien Régime nous a légué à notre pays des institutions solides, en particulier dans le domaine de la culture, mais si personne ne peut être surpris à l'idée qu'une bibliothèque nationale, un musée de référence, le théâtre français, le Collège de France bien sûr, traversent les siècles, s'agissant d'art lyrique, l'étonnement est plus légitime. L'opéra devrait avoir disparu depuis longtemps. De fait, dans les années 1950-1960, le thème de la mort ou de la disparition de l'opéra, comme genre, était assez répandu et les moins jeunes dans l'assistance s'en souviendront. Pierre Boulez, dans un entretien devenu fameux à l'hebdomadaire Der Spiegel en 1967, avait lancé le débat en invitant à faire sauter les maisons d'opéra. Bien évidemment, Boulez ne voulait rien d'autre qu'appeler à la rénovation du système, à sa professionnalisation, et qu'avertir des risques qu'un monde lyrique routinier et poussiéreux faisait courir au genre même. Boulez avait évidemment raison. Il s'en est expliqué plus en détail souvent. La pauvreté du répertoire tourné vers le passé, l'absence de création et de renouvellement, l'escroquerie de certaines productions avec ce qu'il appelle des fantômes de mise en scène, étaient selon lui à l'origine de la crise. L'opéra était ainsi devenu une chose dévitalisée, par opposition du reste au théâtre où des artistes comme Patrice Chéreau ou Peter Stein réinterrogeaient le contrat entre le spectateur et la scène. La Schaubühne à Berlin, le Piccolo Théâtre à Milan, le théâtre de l'Odéon à Paris, incarnaient cette modernité, avec de véritables succès publics. Le paradoxe était criant. Alors que l'opéra ronronnait dans la routine avec une troupe faible et un répertoire atrophié, le théâtre incarnait l'art total, avec une fusion profonde du texte, de la mise en scène, du jeu des acteurs, des décors ou de la scénographie. Premier étonnement. L'opéra me paraît concentrer toutes les caractéristiques du summum de la convention dans le domaine artistique. Cela ne tient pas tant au fait que plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes se réunissent dans un lieu fermé pendant plusieurs heures, parfois très longues, pour assister à un spectacle. Après tout, en 1987, Le Soulier de satin de Paul Claudel, mis en scène par Antoine Vitesse dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon, durait une nuit entière. Et le magnifique 2666, présenté par Julien Gosselin tout récemment, nous engageait aussi à un voyage d'une durée exceptionnelle. L'opéra se caractérise par la convention de la musique chantée, c'est-à-dire par l'expression au moyen de paroles chantées, qui, on en conviendra, n'est pas le mode le plus normal d'expression, que ce soit d'ailleurs dans la vie quotidienne ou même dans l'art. C'est la convention de la partition qui fixe le tempo, qui n'attend pas, et qui en réalité commande aux chanteurs ainsi qu'aux metteurs en scène. Celui qui imaginerait que Macbeth et sa Lady s'affrontent visuellement en silence pendant quelques secondes au milieu d'un duo devrait renoncer. La partition de Giuseppe Verdi ne le permet tout simplement pas. Cette contrainte
est intéressante au regard des rapports qui se nouent entre le chef d'orchestre et le metteur en scène et qui sont propres à l'opéra. Tous deux ont des contraintes. Le chef est un interprète, là où le metteur en scène doit écrire une page blanche, doit proposer sa vision, si l'on fait l'abstraction des indications que les compositeurs ont souvent prévues en marge de la partition. Mais le chef aussi a à sa disposition des possibilités presque infinies d'interprétation. Le tempo, et l'on sait qu'entre les interprétations de Parsifal, de Pierre Boulez et de Arturo Toscanini, la durée varie de plus d'1 heure. Les nuances, les phrasés, lui donnent une marge créative très large. J'avoue, sans difficulté, que pour Parsifal, ma préférence va au tempo plus soutenu qui conserve tout le sens théâtral voulu du compositeur. Innombrables sont les auteurs qui, la plupart du temps, pour railler l'opéra, ont pointé cette bizarrerie. Théophile Gautier, en écrivant cette convention, qui nulle part n'est aussi forcé ni aussi éloigné de la nature, ironise dans son Histoire de l'art dramatique en France en 1859. Il ironise sur le conspirateur qui recommande le silence en chantant à tue-tête, ou la femme affligée qui exprime son désespoir par des cabrioles vocales. Le dramaturge russe Meyerhold appelle de ses vœux un drame musical interprété de manière qu'à aucun moment l'auditeur-spectateur ne se demande pourquoi les acteurs chantent au lieu de parler. Mais il me semble tout de même que la convention et le contrat avec le spectateur reposent précisément sur l'acceptation de cette bizarrerie. Certes, l'absence de théâtralité jusqu'au début du XXe siècle explique pour une large part ces jugements. La notion de metteur en scène elle-même est tardive. Le travail de Gustav Mahler pour la mise en scène à Vienne marque un tournant à l'aube du XXe siècle, mais avant cette période, les spectacles étaient réglés par des régisseurs, dont le rôle principal était d'organiser son déroulement sans véritable intention dramaturgique. Sur ce thème, Rousseau, un siècle plus tôt, dans la Nouvelle Héloïse, notait déjà que ce mode d'expression constituait une barrière infranchissable pour la plupart des spectateurs, surtout lorsque l'opéra est chanté en français. Les airs roulés, les finales en E interminables, rebutent et excluent les oreilles modernes. Dans une lettre à Julie, Saint-Preux se moque des décors, des coulisses, des peintures dont on voit les effets, et plus encore des cris affreux, des longs mugissements dont retentit le théâtre durant la représentation. On voit les actrices, presque en convulsion, arracher avec violence ces glapissements de leurs poumons, les poings fermés contre la poitrine, la tête en arrière, le visage enflammé, les vaisseaux gonflés, l'estomac pantelant. On ne sait lequel est le plus affecté, de l'œil ou de l'oreille. Leurs efforts font autant souffrir ceux qui les regardent que leurs chants ceux qui les écoutent. Pour la majeure partie du public, l'opéra est un art impossible, un art qui exclut, un art inabordable qui ne parle plus au cœur et à la raison. C'est le syndrome de la Castafiore dans Tintin, qui, avec l'air des bijoux de Faust devenus rengaine, tourne l'opéra en ridicule. Il faudra tenir compte de ces blocages, notamment pour le public le plus jeune. Quant à la multiplication des effets, bien connue depuis l'époque baroque, Saint-Preux l'a regretté sévèrement, le merveilleux n'est fait que pour être imaginé, et l'opéra est un art la plupart du temps bien peu subtil, le plus ennuyeux des spectacles qui puissent exister. On montre, on se dépoitraille, on explique, on commente, on ne peut émouvoir. C'est du reste
un sujet d'interrogation pour moi. Je sais que le public aime passer derrière les coulisses, découvrir les secrets de fabrication, voir l'artiste chauffer sa voix ou être maquillé. Les captations pour le cinéma sont un excellent moyen d'atteindre un public le plus large. Mais je regrette toujours un peu qu'à l'entracte, à peine les artistes sortis de scène, on les interroge sur leurs prestations, sur leur préparation, sur leur agenda futur, la plupart du temps avec, reconnaissons-le, des échanges d'un intérêt limité. Je considère qu'un spectacle réussi se suffit à lui-même et qu'il n'a nul besoin de s'appuyer sur des explications, pire, sur des justifications. Doit demeurer le mystère du spectacle éphémère. Deuxième étonnement, du fait même de cette débauche de moyens conventionnels, l'opéra coûte cher et cumule un nombre de difficultés extrêmement élevées pour qu'un théâtre parvienne à monter un spectacle sur scène. C'est le cas à l'Opéra de Paris, qui n'est pas le plus mal doté, même si l'autofinancement est désormais supérieur à la subvention. On imagine sans peine les difficultés souvent insurmontables de compagnies plus modestes, en particulier en région. Les métiers sont multiples, il faut un orchestre, des chœurs, les opéras sans chœur restés au répertoire se comptent sur les doigts des deux mains. Il faut des équipes techniques, habilleurs, cintriers, machinistes, une centaine de métiers au total. Il faut encore des semaines de répétition, 7 ou 8 pour une nouvelle production, chaque soir un prototype. À propos de ces 7 à 8 semaines de répétition, me vient un moment important pour moi lorsque je dirigeais le Théâtre des Bouffes du Nord avec Peter Brook. Peter m'avait un soir parlé de cette période, de ces 7 à 8 semaines, en me disant, vous voyez, c'est le moment le plus important. C'est le moment où vous devez être avec les artistes, où vous devez créer des rapports humains, et c'est ce moment-là qui reste. Et ce moment de répétition est encore plus important que la réussite elle-même du spectacle. Exploiter un cinéma ou un musée présente aussi des difficultés, mais le spectacle vivant en concentre un très grand nombre, avec des enjeux et une pression particulièrement lourde. Ces particularités sont inhérentes au genre même dès ses origines. À sa naissance en Italie, l'opéra cherche à charmer, à enchanter, comme le décrit si bien Jean Starobinski. Le poète Lefranc de Pompignan estimait en 1734 que le merveilleux est l'âme du spectacle lyrique. Et l'encyclopédiste Jaucourt tente une définition dans le même sens. C'est le divin de l'épopée mis en spectacle. Le propre de ce spectacle est de tenir les esprits, les yeux, les oreilles dans un égal enchantement, résume La Bruyère en 1691. Logiquement, produire un opéra a toujours été très cher. À l'époque baroque, ce sont les effets de lumière et la machinerie. Au XIXe siècle, surtout avec le grand opéra de Meyerbeer, le nombre de figurants augmente. On va même chercher un spécialiste de patins à roulettes pour monter le prophète dans la salle Le Pelletier. On invente de nouveaux dispositifs d'éclairage. Puis au XXe siècle, c'est l'arrivée des décors en 3 dimensions qui supplantent les toiles peintes et provoquent une inflation importante des coûts de production. Aujourd'hui, c'est la vidéo, les LED, etc. L'économiste William Bobol a bien décrit en 1965 cette fatalité des coûts et cette absence de gain de productivité. Produire une flûte enchantée aujourd'hui ne coûte pas moins cher qu'à l'époque de Mozart, bien au contraire, alors que le prix des biens de consommation courante, pour ne prendre que cet exemple, s'est effondré. L'opéra coûte cher,
et est de fait réservé à des structures faisant appel au soutien public, plus ou moins subventionné, plus ou moins directement subventions, dépenses fiscales, encourageant le mécénat. Cela s'explique par le nombre des artistes à rémunérer, par l'importance du décor et des costumes, par l'impossibilité de faire payer le prix de revient réel d'une place de spectacle. À l'Opéra de Paris, s'il n'y avait aucune subvention de l'État, le spectateur devrait payer sa place à peu près 2 fois plus cher qu'aujourd'hui. Le prix moyen de la place à l'Opéra, qui est environ de 100 €, devrait être supérieur à 200 €. De 10 à 230 € actuellement, les prix passeraient ainsi de 20 à 460 €. Ce coût du genre, très conséquent, est assimilé par le spectateur qui vient voir un spectacle complet et exceptionnel, et cela permet en large part de justifier des tarifs élevés. Je note que le public confond d'ailleurs souvent décor et mise en scène et que son appréciation ne porte en réalité que sur les premiers. Le metteur en scène est à la tête et au centre d'une équipe artistique avec un dramaturge, un décorateur, un costumier et un éclairagiste. Tout part en principe de la vision du metteur en scène, de ce qu'il souhaite transmettre au public. Le dramaturge l'aide à formaliser cette vision que le décorateur, le costumier et l'éclairagiste vont concrétiser et mettre en œuvre. Après avoir travaillé en Espagne, en Italie, en Autriche et bien sûr en France, je suis frappé par les différences d'approche entre les latins et les anglo-saxons. Dans les pays du Sud, la démarche créative qui consiste à monter un opéra part d'une approche esthétique et de la recherche de la beauté. C'est le beau qui guide la compréhension de l'œuvre. Dans les pays anglo-saxons, et tout particulièrement germaniques, c'est le concept de l'œuvre qui conduit à l'esthétique, qui est ainsi soumise, pour ainsi dire, au sens. L'esthétique devient alors secondaire et déconcerte encore davantage. 2 exemples me viennent à l'esprit. Giorgio Strehler, pour lequel j'ai une grande admiration, nous a légué quelques productions mythiques. Son Simon Boccanegra est resté dans les mémoires, en particulier pour son utilisation de la mer, des voiles et des lumières. Et il est difficile de proposer un décor aussi beau et juste. La dramaturgie qu'il a imaginée, son travail de direction d'acteur, s'inscriront dans cette esthétique. À l'inverse, Klaus Guth a bâti son Rigoletto autour d'une idée de flashback et de souvenir du père déchu quant à l'éducation de sa fille. Il a déduit de cette déchéance l'esthétique du carton, une boîte en carton, que le clown, fidèle à Victor Hugo, ouvre au début du prélude. La vidéo lui a permis aussi de montrer Gilda depuis son enfance. Il s'agit là bien d'un concept qui sous-tend toute sa dramaturgie, et cette boîte qui représentait le décor, cette boîte en carton, toute simple, a déconcerté le public. A contrario, ce même public aurait sûrement été davantage rassuré par une proposition moins radicale. Anne-Theresa de Kersmaeker, avec Così fan tutte, est allée plus loin encore dans la réinvention de la mise en scène. Chaque personnage est joué par 2 interprètes, un chanteur et un danseur. Il y a le paraître, ce qui est dit, et l'être, qui est la musique et le décor. On est au cœur du processus de création, et tels les mouvements de l'âme, la musique jaillit. Benedetto, il montano,
Voilà, cette production présentée il y a quelques mois au Palais Garnier était dirigée par Philippe Jordan. La relation du public avec la mise en scène a beaucoup évolué depuis plusieurs années, en particulier du fait du développement des surtitres dans les théâtres, à propos desquels je voudrais partager mes doutes. Auparavant, le spectateur regardait et écoutait. Maintenant, il lit également. Cela pose un problème physique, je dirais presque neurologique. L'opéra exige déjà beaucoup du spectateur, plus que le ballet, où il n'y a pas de texte, et le théâtre, où il n'y a pas de musique. Et voilà que l'on ajoute une sollicitation de plus, puis une supplémentaire avec la vidéo, qui se différencie encore de ce qui se déroule sur le plateau. En un sens, la compréhension du texte est un plus, naturellement, et le jeu des chanteurs sera d'autant plus suivi et apprécié que l'on comprend les mots prononcés. À l'inverse, on peut estimer que l'attention du public et sa concentration sur la musique seront détournées par l'écran de surtitrage sur un axe éloigné de la scène, pour forcer le trait. Je dirais que dans le passé, le spectateur préparait davantage sa venue dans le théâtre par une écoute de l'œuvre, la lecture du livret, ou au moins d'une analyse. Le fameux « Tout l'opéra » de Gustave Courbet, pourtant bien incomplet, a formé, depuis le début du XXe siècle, des générations de spectateurs. Aujourd'hui, une logique plus consommatrice s'est imposée. Il faut aussi avouer que bien souvent, les livrets ne sont pas d'une qualité poétique extraordinaire et que suivre mot à mot les échanges de Tosca et Cavaradossi au premier acte de l'opéra de Puccini n'ajoute fondamentalement ni à l'intérêt ni au plaisir. Avec Patrice Chéreau, nous avions trouvé une solution de compromis qui consistait, pour éviter que le regard ne s'évade trop de la scène, à placer les surtitres dans le décor, c'est-à-dire à la hauteur des spectateurs, des yeux des spectateurs. Mais je reste convaincu, comme ce grand metteur en scène, qu'une mise en scène réussie se passe de commentaires, d'intermédiaires, de vecteurs, quelle que soit la langue du livret, et même si l'on n'en comprend pas chaque mot. En témoigne peut-être l'un des plus beaux spectacles donnés au Palais Garnier pendant ces 30 ou 40 dernières années,
l'Orfeo et Eurydice donné au Palais Garnier justement par Pina Bausch, une des exigences de la chorégraphe étant que l'œuvre ne soit jamais surtitrée. Un troisième étonnement me semble devoir être mentionné. Il vient de ce qu'avec cette somme de contraintes invraisemblables, on est presque certain de ne jamais réussir le spectacle. Car il faut que tous ensemble, au même moment, le chef d'orchestre, les musiciens, les artistes des chœurs, les solistes, également acteurs, mais encore les équipes techniques, à la machinerie ou à la lumière principalement, s'approchent d'une forme de perfection. Moi qui ai commencé ma carrière professionnelle dans le monde du théâtre, je dois avouer que réussir un spectacle d'opéra est beaucoup plus difficile que de réussir une soirée théâtrale. Les paramètres sont très nombreux et les facteurs de problème sont innombrables, surtout en tenant compte du tempo et de la partition qui n'attendent pas. Le problème, c'est que cette perfection est rare, il faut bien le reconnaître, rare pour les artistes. La mezzo Christa Ludwig affirmait qu'elle n'avait vécu une soirée parfaite que 3 ou 4 fois dans toute sa carrière. Rare pour les spectateurs aussi, sans doute, même si pour la plupart d'entre eux, les problèmes techniques, les 1000 petites difficultés surmontées au cours d'une soirée passent inaperçus. Dernier étonnement, alors que le public est toujours attentif aux nouveautés, l'opéra court le risque, surtout depuis le XXe siècle, de regarder pour l'essentiel vers le passé. Prenons les compositeurs les plus joués sur les scènes d'opéra. Verdi, Mozart, Puccini, Rossini, Wagner, Donizetti, Bizet, Strauss, Johann, malheureusement, pas Richard, Tchaïkovski. Seul compositeur vivant, Philippe Glass, né en 1937, parvient à se glisser parmi les 50 compositeurs les plus joués. Côté titre, la Traviata, la Flûte enchantée, Carmen, la Bohème trustent les premières places. Certes, ces données peuvent varier selon les pays et les époques. Janáček est plus donné au Royaume-Uni qu'en France. Des opéras de Franz Schrecker, comme Die Gezeichneten, les stigmatisés, ou Der ferne Klang, le son lointain, sont largement inconnus ici et sont très représentés en Allemagne. Quant à la mode, elle peut aussi contribuer à la reprise de certains titres, les directeurs d'opéra n'hésitant pas à se copier les uns les autres. Les coproductions internationales, qui voient les théâtres accueillir à tour de rôle le même spectacle, participent de cette homogénéisation regrettable à de nombreux égards, mais souvent indispensable pour des raisons économiques. Le patrimoine du répertoire pèse lourd, plus lourd me semble-t-il, que dans le domaine des arts créatifs et visuels, où les musées d'art du XXe siècle ou contemporains se sont multipliés. Rien de tel en matière d'opéra, où au contraire, les grandes redécouvertes esthétiques des 50 dernières années ont plutôt consisté à remettre au goût du jour le baroque ou même la Rossini-Renaissance dans les années 1980. Comme l'a si bien dit Gustav Mahler, le problème avec l'opéra, c'est que la tradition ressemble plus à l'adoration des cendres qu'à l'entretien du feu sacré. La création dans le domaine de l'opéra est un vaste sujet. Les opéras de la deuxième partie du XXe siècle, et a fortiori ceux d'aujourd'hui, ont plus de difficultés à trouver leur public et surtout à rester au répertoire lorsqu'il s'agit de création. Une fois créé, un opéra a du mal à être repris. Cela pose sans doute la question de la frilosité des théâtres, bien davantage que celle des spectateurs, qui démontrent un intérêt pour les créations. Ce poids du répertoire passé dans le domaine de l'opéra est une des particularités du monde contemporain. Pendant tout le XIXe siècle, les créations sont prédominantes et les reprises des plus grands succès minoritaires. Cette inversion des proportions est tout à fait frappante. De nos jours, la création dans le domaine lyrique, comme plus largement dans le domaine musical, pose, il est vrai, de sérieuses difficultés. En peinture, l'abstraction a été admise dans le courant du XXe siècle. Elle est pour une large part plus facile à accepter qu'en matière musicale. Il y a dans la peinture ou la sculpture non figurative
une matérialité en 2 ou 3 dimensions, une immédiateté de perception. La musique sollicite d'autres sens et d'abord l'ouïe, plus théorique, plus abstraite. Et l'auditeur-spectateur perd ses repères harmoniques et il a du mal à adopter d'autres échelles de son. À l'écoute d'une partition de Karl-Heinz Stockhausen, l'auditeur peut accepter de se livrer à des impressions, mais il doit renoncer au plaisir plus immédiat de l'appréciation d'une phrase et encore plus d'une mélodie. Tout cela explique une partie de la frilosité face aux créations lyriques dans le monde d'aujourd'hui. Nixon in China de John Adams, Quartet de Luca Francesconi ou encore Les Trois Sœurs de Peter Edbush sont entrés au répertoire des opéras du monde. Il s'agit malheureusement de très peu d'exceptions. L'opéra, je vous l'ai dit, devrait donc avoir disparu depuis longtemps. Et pourtant, ça marche. Il faut en premier lieu mesurer qu'il est abusif de parler d'opéra comme d'un genre unique. L'opéra n'est pas une réalité unitaire. L'opéra est un genre varié, presque autant que la littérature, la peinture ou le cinéma, au sein de la musique qui, en elle-même, pose question de ce point de vue. L'opéra n'est pas un genre uniforme. Quel rapport entre le Péléas et Mélisande de Claude Debussy, l'opéra baroque et ses arias de Capo, Karl-Heinz Stockhausen, Giuseppe Verdi, Giacomo Meyerbeer, Philippe Mannouri ou Thomas Hadès. Cela fait partie sans doute des stéréotypes plutôt nombreux qui circulent à propos de l'art lyrique. Trop cher, toujours plein, nos théâtres accueilleraient des spectacles longs, difficiles à comprendre. Mais de quoi parle-t-on? Si l'opéra existe encore et que les salles sont bien remplies, c'est bien heureusement parce que le public le plébiscite. À l'Opéra de Paris, et ce depuis de nombreuses années, le taux de remplissage est toujours supérieur en moyenne à 90%. Certes, ces moyennes cachent des réalités variées. Il est vrai que le Wozzeck d'Alban Berg remplit moins bien que la Traviata. Mais quelques exemples récents, comme Only the Sun Remains de Kaya Fariao, Le Lyre d'Aribert Reinman ou La création trompe la mort de Luca Francesconi, atteignent des jauges élevées qui rendent optimistes pour le futur. La réalité de l'œuvre lyrique est donc celle de la diversité. La diversité, c'est aussi celle du public. Je ne me lancerai pas dans une forme de typologie à laquelle un sociologue, Claudio Banzecchi, s'est livré de manière remarquable pour le public du théâtre Colonne de Buenos Aires, mais il est vrai que le fan de bel canto n'a souvent pas grand-chose en commun avec l'amateur d'opéra du XXe siècle, que certains privilégient Verdi à tout autre compositeur et que d'autres ne rateraient pour rien au monde un cycle complet de l'Anneau du Nibelung de Richard Wagner. Une fois cette question de la diversité posée, l'opéra me semble présenter une caractéristique fondamentale qui explique sa survivance ou sa vivacité. L'opéra est un genre qui donne un plaisir particulier, des émotions esthétiques fortes, du moins quand tout fonctionne bien, quand se réalise la secrète alchimie des alliages heureux, selon l'expression de Francis Wolff. L'opéra est le mariage de la musique, qui en soi peut donner un grand plaisir avec d'autres formes artistiques, au point qu'il est difficile de faire la part des choses. On pourrait même ajouter le film aujourd'hui, avec les vidéos de plus en plus présentes. Cette alchimie intéresse beaucoup les philosophes, car elle est chimiquement passionnante. Par cet adverbe, je veux dire que les images, les sons, celui des instruments de l'orchestre, celui des voix du choral ou des solistes chantant seuls ou ensemble, le jeu des artistes, le décor, les costumes, les lumières, tout cela se mêle dans le cerveau du spectateur jusqu'à rendre impossible l'analyse du détail. Il faut de la part du spectateur une concentration certaine de la volonté et de la tolérance pour accepter l'ensemble de ces éléments
sans chercher à les différencier pour faire abstraction ou même accepter les défauts qui peuvent survenir au cours de la représentation. Certes, après une soirée réussie, on aime détailler les différents facteurs de ce succès. L'orchestre et la lecture du chef, tel ou tel soliste, la puissance de telle scène. Mais en réalité, l'émotion est d'autant plus forte que l'esprit critique et analytique est, pour ainsi dire, désarmé et désactivé. On peut ressentir une émotion particulière à l'écoute de la 7e symphonie de Beethoven ou d'un quatuor de Shostakovich, du fait que la musique elle-même ne verbalise rien, mais sollicite l'imagination. À l'opéra, l'émotion vient du mélange de la partition orchestrale et du texte chanté, qui, d'une certaine manière, contraint davantage l'imaginaire du spectateur plus passif. Le rapport du texte et de la musique est un sujet inépuisable. À son origine, l'opéra veut renouer avec l'expressivité communicative des anciens, avec le spectacle des Grecs, où la musique, mélose, doit représenter et susciter certains états d'âme. La musique est alors une partie d'un art plus vaste, la musique, fait de poésie et de danse. Pour Platon, dans la République, la musique est faite de 3 éléments, l'harmonie, le rythme et les paroles. Et cela donne la force de l'expression. Cette volonté d'établir un lien entre le texte et la musique est à l'origine de l'opéra, du récitar cantando. Et dans la préface à son 5e livre de Madrigaux, Monteverdi s'inscrit dans cette lignée de Platon et d'Aristote pour subordonner la forme à l'expression. Le texte doit être le maître de la musique et non son serviteur. Monteverdi était étonnamment moderne, on le voit. Du fait, de nombreux artistes lyriques le soulignent. Pour bien chanter, ils doivent dire le texte, le porter, le faire comprendre. Mieux, leur chant est modifié par la parole. C'est vrai pour le lied et la mélodie, qui reposent sur la poésie et donc sur les mots, mais c'est vrai également pour l'opéra. Le travail réalisé en répétition par les solistes avec le chef d'orchestre et le metteur en scène est la clé d'un spectacle réussi. Les plus grands artistes, metteurs en scène et chefs d'orchestre notamment, le savent et passent énormément de temps avec les artistes, et certains consacrent plusieurs jours à lire le livret avec les solistes sans qu'ils ne chantent une note. Je me souviens, lorsque nous avions présenté avec Daniel Barenboim et Patrice Chéreau Wozzeck au Théâtre du Châtelet, Patrice Chéreau est resté à peu près une petite semaine avec les chanteurs autour de la table à lire le texte, à approfondir les personnages. Et je dois vous avouer que certains chanteurs sont venus dans mon bureau et m'ont dit « mais on ne chante pas, on ne chante pas, il faut que vous lui demandiez qu'on chante ». Eh bien, ce travail qu'il avait fait avec les chanteurs, a été bien sûr la clé, une des clés de la réussite de cette magnifique production. De la fin du XVIIIe siècle, l'opéra a évolué vers la mélodie avec un poids moins important pour le texte. Même, on peut dire, de grands librettistes comme Felice Romani ou Eugène Scribe n'étaient pas des génies de la poésie, mais plutôt des littérateurs au kilomètre, ce qui a sa noblesse. Mais dans une certaine mesure, la musique instrumentale a suivi la même voie. Déconnectée de tout texte, et en particulier de tout texte religieux, elle met en avant la composition elle-même, une forme de musique pure. Cette évolution-là, il n'y a pas lieu de la regretter, me semble-t-il. Elle est aussi à l'origine du plaisir d'une large partie du public. Ceux qui aiment le plaisir sonore, le bel canto, comme Saint-Preux qui décrit à Julie le plaisir de la musique italienne, de la mélodie, de la sensation voluptueuse, ce que j'appelle moi la jubilation vocale. Si certains évoquent volontiers cet âge d'or de l'opéra, force est de constater qu'il s'agit plutôt d'une parenthèse, car dès la fin du XIXe, l'art lyrique évolue vers plus de théâtre avant l'abandon pur et simple des grands arias. Alors pourquoi choisir ? Rousseau, dans son dictionnaire de musique, donne sa propre définition de l'opéra qui est holistique. Les parties constitutives d'un opéra sont le poème,
la musique et la décoration. Par la poésie, on parle à l'esprit, par la musique, à l'oreille, par la peinture, aux yeux. Et le tout doit se réunir pour émouvoir le cœur et y porter à la fois la même expression par divers organes. Alors, la question que Richard Strauss pose dans Capriccio, dans la prééminence de la musique ou du texte, Musik nur als Vorwand, dit Flamand à l'acte 1, est largement théorique et n'est là que pour faire disserter. Prima la musica, poi le parole, opéra composé par Salieri en 1786, passe à côté de la réalité de l'opéra. Une soirée réussie est nécessairement une soirée où les deux se mêlent. Vaut-il mieux une formidable partition avec un livret raté ou un sujet puissant que le compositeur aurait maltraité, une mise en scène réussie avec des chanteurs médiocres ou des artistes lyriques extraordinaires au service d'une dramaturgie bâclée? Chaque spectateur se pose la question lorsque quelque chose n'a pas fonctionné pendant la soirée. Chacun apportera sa réponse selon ses goûts, car là aussi, la diversité est de mise. De fait, l'opéra comme genre artistique donne des plaisirs de nature très différente. Il y a d'abord le plaisir d'une expérience physique, loin de tout esthétisme. À l'opéra, on accepte de s'immerger dans une expérience. Tristan Isolde, la tétralogie de Richard Wagner, sur 4 jours, Moïse et Aaron d'Arnold Schoenberg, où l'esprit doit accepter de se détacher de la phrase et de la mélodie pour s'immerger littéralement dans un bain sonore. Mais les Huguenots de Meyerbeer, les Troyens d'Hector Berlioz sont aussi de longs voyages, et je ne suis pas loin de penser que la longueur, si elle rebute certains, est aussi un facteur d'explication de la satisfaction de ceux qui sont arrivés au bout. Il y a ceux qui ont fait l'Everest et ceux qui ont expérimenté Einstein on the Beach de Philip Glass sans sortir de la salle. L'expérience ne vient pas de la durée d'ailleurs. Electra de Richard Strauss est un coup de poing dans le ventre en moins de 2 heures, sans entracte, dont si la soirée est réussie, les spectateurs sortent bouleversés. N'est-ce pas le plus extraordinaire de tous les opéras? Les chanteurs y participent pleinement. D'abord, car leur moyen d'expression est physique. La voix et le timbre sont des phénomènes mesurables qui provoquent une réaction dans les oreilles et le cerveau de leur auditoire. Et lorsqu'on y ajoute l'intensité d'un jeu d'acteurs puissants, l'effet est saisissant. L'opéra est divers, tel est le public. Certains viennent pour le plaisir du chant et de la mélodie. Ils se satisfont également d'une belle version de concert. Ce n'est pas de l'opéra au sens où je viens de le définir, mais de l'art lyrique. D'autres recherchent la puissance théâtrale et se moquent de la note ratée, de la variation réussie, de la virtuosité. Tous participent au monde de l'opéra aujourd'hui. Pour continuer à manier le paradoxe, j'oserais dire que la méconnaissance musicale d'une grande partie du public, l'ouverture d'esprit du néophyte peuvent être des atouts. Elle empêche d'être blasé, de passer sa soirée à analyser, à comparer, à critiquer dans tous les sens du terme. La connaissance de la musique, et encore plus de la voix, joue trop souvent un rôle d'écran entre le spectateur et le spectacle. Elle restreint la spontanéité de l'auditeur. La perfection vocale est rarissime et il y a fort à parier que celui qui prête une attention excessive à la note ajoutée, à la variation réussie, à l'intonation à tel instant précis de la partition sera régulièrement déçu, voire frustré. C'est du reste une des difficultés pour les directeurs de théâtre. Comment fabriquer sa programmation? Quels équilibres? Quelles audaces? Là encore, le paysage est diversifié car une maison d'opéra ne peut être l'égale d'un festival où la prise de risque peut être plus grande. Les missions de ces deux types d'institutions sont d'ailleurs différentes. Mais les différences sont très grandes aussi entre les maisons d'opéra,
car le public présent présente des caractéristiques variées d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Le public viennois n'a rien à voir avec le public parisien. Pour ne prendre que cet exemple, le premier retourne volontiers voir le même opéra, dans la même production, avec ou sans la présence de grands noms du chant. Le second aime davantage le spectacle, qu'il ne viendra en principe pas revoir, même 2 ou 3 saisons plus tard. Le prix du billet influe naturellement sur ces comportements et les pays germaniques, où les subventions représentent encore près des 2/3 des ressources et permettent donc des prix modérés, encouragent davantage le public à venir régulièrement dans les théâtres. Les traditions culturelles jouent enfin un rôle déterminant, notamment par rapport au répertoire. Il y a, selon les pays, un véritable attachement à certains compositeurs et à leurs œuvres. Verdi, à la Scala de Milan, Mozart, à Salzbourg, Britten, Handel en Angleterre, ont une place à part. À Paris, il me semble que c'est le spectacle que l'on attend, donc avant tout le théâtre, sans considération particulière pour tel ou tel compositeur et pour sa nationalité. Une des difficultés pour donner à l'opéra une identité, à l'Opéra de Paris, pour donner une identité forte, vient de là, d'un manque de repères musicaux en France où nous avons toujours privilégié l'accueil de compositeurs étrangers sans montrer autant de considération pour les compositeurs français. Hector Berlioz, l'un des plus grands compositeurs français, a été redécouvert au XXe siècle en Angleterre et représenté principalement dans ce pays depuis. Peut-être sommes-nous, musicalement, les moins nationalistes des Européens. Une chose est certaine, les goûts du directeur ne doivent en aucun cas primer sur le projet et sur l'institution. Il faut se garder de ne programmer que pour soi, bien entendu, même s'il faut aussi reconnaître que lorsqu'on aime profondément une œuvre, le choix du metteur en scène et du chef est plus naturel. Les échanges avec l'équipe de production, depuis la remise de maquettes jusqu'au dernier réglage avant la lumière, sont plus substantiels et plus enrichissants. Car le directeur d'un opéra ne doit pas s'arrêter au choix des titres et des artistes. Il doit les accompagner, valider leur choix ou pas, échanger et les soutenir jusqu'à la première. Il faut que l'opéra tienne compte de la diversité des attentes du public également respectables. Il faut proposer du divertissement, l'élixir d'amour, du grand opéra spectaculaire, Don Carlos dans sa version française, du mélodrame, Madame Butterfly, du théâtre chanté, Wozzeck, de l'opéra russe, tchèque, anglais, à côté des grands titres du répertoire. La diversité doit guider les choix de programmation d'une maison d'opéra et il faut absolument se garder de tout dogmatisme et de tout systématisme qui exclut là où, au contraire, on doit ouvrir. Dans les titres, comme dans le recrutement des équipes artistiques, la programmation doit parler au plus grand nombre. Cela ne signifie en aucun cas viser le plus petit dénominateur commun, l'eau tiède, le spectacle passe-partout, vu aux 4 coins de la planète. Mais aucune proposition, aucune audace, aucun genre ne doit, par principe, être exclu. Cela vaut pour toutes les démarches artistiques les plus profondes, les plus intellectuelles même, qui mettent en relation les grandes œuvres et le monde d'aujourd'hui. Mais j'insiste, les opéras dont l'objectif principal est de divertir et de donner du plaisir par la voix, la mélodie, le lyrisme, ont toute leur place. J'admets qu'il est difficile, avec un livret comme celui de l'élixir d'amour, de proposer une transposition audacieuse et pertinente, une mise en abîme complexe ou une démarche psychanalytique approfondie. Encore que, grâce à cette diversité, il n'est pas interdit d'espérer qu'une partie du public fasse preuve de curiosité, dépasse les préjugés sur tel ou tel répertoire et aille au-delà de ses préférences naturelles pour découvrir des titres inconnus. La relation d'un public
avec un directeur de théâtre est une chose très particulière, qui se construit dans la durée. Je l'ai observé à chacun de mes différents postes. On se découvre, on apprend à se connaître, on s'affronte, on s'apprivoise. Le risque de la routine existe aussi bien, et j'admire d'une certaine manière un Rudolph Bing qui est resté directeur du Metropolitan Opera de New York pendant 22 ans, ou mieux encore, un Maurice Lehmann qui dirigea quelques années à l'Opéra de Paris et le Théâtre du Châtelet pendant 36 ans. On estime environ à 23 000 représentations d'opéra données chaque saison dans le monde entier, ce qui fait tout de même, en excluant les intersaisons, près de 100 représentations chaque soir. Chaque saison, l'Allemagne donne 7 000 représentations, les États-Unis 1 700, la Russie 1 500, l'Italie 1 400, l'Autriche 1 200 et la France à peu près un peu plus d'1 millier, dont près de 200 à l'Opéra de Paris. L'enjeu économique est évidemment important. Les 14 plus grandes maisons d'opéra du monde cumulent un budget de 1,2 milliard. La Scala de Milan et quelques autres ont réalisé des études qui montrent que chaque euro investi dans le fonctionnement d'une maison d'opéra en rapporte 3 ou 4 fois plus, grâce aux dépenses connexes, les nuits d'hôtel, restaurants, etc. Ces résultats sont saisissants et je regrette qu'ils soient peu pris en compte par les décideurs politiques, quelles que soient les majorités, qui ne voient le spectacle vivant souvent que comme un poste de dépense et jamais comme un investissement, économique donc, mais surtout social. Au début du XIXe siècle, les titres et les nouveautés s'enchaînaient sur les scènes plus ou moins importantes, circulaient de manière incroyable à travers les continents jusqu'à New York ou Mexico. Aller au spectacle était pour la noblesse d'abord et la bourgeoisie, à partir de la monarchie de Juillet et plus encore du Second Empire, l'activité sociale et mondaine principale. Aujourd'hui, si la situation a très profondément changé, l'art lyrique, certes majoritairement subventionné, représente un enjeu économique réel. Je suis frappé de voir qu'un véritable besoin d'opéra s'exprime du reste dans le monde entier, bien au-delà de notre vieille Europe ou du continent nord-américain. Et cela signifie quelque chose pour répondre à notre question « Pourquoi l'opéra aujourd'hui ?» Des théâtres lyriques ont ouvert en grand nombre ces dernières années, en Chine, notamment à Pékin, Harbin et Shanghai, à Taïwan, en Algérie, au Maroc, dans les pays du Golfe, Oman et Qatar, au Kazakhstan, en Arabie saoudite et bientôt en Égypte. Si le Palais Garnier était emblématique de l'aura parisienne à l'heure du Second Empire et de l'exposition universelle, c'est maintenant dans ces pays que les moyens sont mis sur la table pour créer des opéras. La raison de cet engouement n'est pas parfaitement évidente. L'intérêt pour l'opéra, notamment en Asie, n'est pas tout à fait nouveau puisque la Scala de Milan a organisé des tournées devenues mythiques dès les années 50 au Japon et des villes comme Almaty ou Hanoï ont des théâtres à l'italienne construits il y a d'ailleurs plusieurs décennies où on peut entendre depuis fort longtemps Le Barbier de Séville ou Carmen dans la langue locale. Doit-on voir dans cet intérêt renforcé depuis quelques années une forme d'impérialisme culturel qui reviendrait à exporter nos titres, nos productions et parfois nos chanteurs? Un intérêt de ces pays jeunes et en croissance pour le dialogue des cultures, un investissement d'avenir dans d'autres formes de tourisme et de développement dont Abu Dhabi serait le fer de lance. La question reste mystérieuse pour moi, même si ce dynamisme est évidemment un élément réjouissant. On le voit pour un art moribond, ou qui devrait être moribond, l'opéra se porte plutôt bien. Alors, quel avenir et quel opéra pour demain? La question de l'avenir de l'opéra en recouvre en réalité 4 autres. Quel spectateur, quel public, quelle proposition artistique et quel soutien de la puissance publique? Quel spectateur? Si je pose la question, c'est parce que je suis convaincu que plus que pour toute autre forme d'art, le spectateur, son identité, sa sociologie, joue un rôle majeur et ont une responsabilité même dans la réponse que l'on peut formuler. Comme le genre lui-même, le public est, je l'ai dit, assez varié.
Pour le cœur de notre public, le plus fidèle, les abonnés, les fans d'opéra, je dirais qu'il y a une caractéristique essentielle qui est à la fois un grand défaut et une grande qualité. Quitte à vous choquer, je pense en effet que le spectateur d'opéra est en moyenne assez conservateur, tout en étant épris de nouveautés et de découvertes dans le même registre, c'est-à-dire sans trop de surprises qui pourraient le faire sursauter, voire le choquer. Le spectateur d'opéra compare les versions discographiques, celles qu'il a vues et entendues, et il ne recule jamais devant le fait d'assister à la 25e représentation de son titre préféré. Souvent, mais pas toujours, il regrette le passé qui était toujours mieux. Au stade pathologique, les Calassiens, par exemple, renoncent à se rendre au théâtre au prétexte qu'il n'est plus possible de chanter après la Divina, Anna Bolena, la Somnambule ou la Traviata, spécialement à Milan. J'ai un jour qualifié ces spectateurs de spécialistes de la spécialité. Mais il y en a pour tous les arts, il y en a pour certains sports, pour toutes les passions. Ces spectateurs sont minoritaires, mais peuvent contribuer à former l'opinion. Ils peuvent déstabiliser une représentation. Je pense en particulier au parti pris et au comportement de certains spectateurs. On les appelle les loggionisti alla Scala, car ils occupent les loggion, c'est-à-dire la partie la plus élevée de la salle, qui, dans l'anonymat de la salle obscure, n'hésite pas en huant à détruire le travail d'équipe artistique et celui d'artistes lyriques. Ce faisant, il gâche aussi le plaisir du reste du public, complexé, culpabilisé même d'avoir apprécié, et qui, au lieu d'applaudir, se pose des questions. Ai-je mal compris quelque chose? Aurais-je mieux fait de ne pas apprécier? Siffler à l'opéra, au-delà des jugements moraux, la question est délicate. Dès lors qu'une salle ne manifeste jamais par le silence sa désapprobation, je comprends dans une certaine mesure que certains ne s'en satisfassent pas et veuillent protester coûte que coûte, y compris en hurlant. C'est une réalité humaine qu'il ne sert à rien de regretter. Pour ces spécialistes, leur esprit de comparaison d'une version à l'autre, d'un spectacle à un autre, s'appuie sur le plaisir de réécouter, de retrouver ce que l'on connaît, à l'identique, mais avec quelques altérations. C'est à chaque fois la même partition, mais c'est toujours différent. Pour reprendre la formule de Bernard Sèvres, au devenir autre de la musique répond le devenir autre de l'auditeur et du spectateur qui s'enrichit, spectacle après spectacle. Cette attitude peut parfois surprendre l'observateur, et je fais ici allusion au débat autour des interprétations philologiques de Verdi. On a d'un côté ceux qui souhaitent revenir à la partition, expurgés de pratiques plus ou moins ancrées comme celle qui consiste à ajouter par exemple un contrut à la fin de Di quella pira du Trovatore. De l'autre, on a ceux pour lesquels ces pratiques font partie des attentes et du plaisir du public, et probablement des artistes lyriques. Mais je pose la question, qui s'intéresse aux moyens d'attirer un nouveau public et de susciter son intérêt? Supprimer ou maintenir un contrut est-il un des éléments de réponse à la question « Pourquoi l'opéra aujourd'hui ?» Il me semble pour ma part que non. J'ajoute qu'il faut toujours penser et décider en fonction de l'artiste. Je voudrais, par exemple, prendre l'exemple du rondeau final du Barbier de Séville que chante le comte Almaviva dans Cecca di più resistere. Ces quelques pages extrêmement difficiles à chanter ont été remises à l'ordre du jour, je m'en souviens bien au Châtelet, dans les années 80 par le ténor américain Rockwell Blake. Faut-il donner cet air à tout prix, quitte à mettre l'artiste en danger? Ou si le soliste ne peut assumer cette page, vaut-il mieux la couper, ce qui déplaît aux puristes, mais ne porte en réalité pas atteinte à l'œuvre? Boulez avait exprimé ses constatations de façon imagée, en particulier à propos des amateurs de Meyerbeer ou de Rossini. Ce public fanatique m'évoque une espèce de bourgeoisie louis-philipparde qui se réfugie dans un magasin d'antiquités. Il est frappant de voir la proximité entre Boulez et Adorno, qui, en 1955, dans l'Opéra bourgeois, écrivait déjà
La plupart du temps, la scène d'opéra est comme un musée d'images et de gestes passés auquel se raccroche le besoin de regarder en arrière. C'est ce besoin qui caractérise le genre de public d'opéra qui veut toujours entendre la même chose, qui subit l'inhabituel avec hostilité ou pire encore, avec passivité et manque d'intérêt, simplement parce que l'abonnement l'y condamne. Bien évidemment, je ne reprends pas entièrement à mon compte cette provocation. Je suis convaincu que l'opéra, dans sa diversité, a sa place sur les scènes, y compris les compositeurs que Boulez cite. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il faut absolument rompre avec la logique du magasin d'antiquité, qui n'intéresse pas grand monde, et convaincre avec un projet artistique ambitieux de l'abandonner. Un autre trait saillant mérite d'être relevé. Le fan d'opéra aime la performance. Il ne place pas le théâtre au même niveau que la musique et redoute les transpositions proposées par certains metteurs en scène. Philippe Baussan a écrit leur manifeste « La malscène », qui dénonce le metteur en scène totalitaire. Pourquoi cela ? Pourquoi cela ne se passe pas ainsi pour le théâtre dramatique où le public admet que des chefs-d'œuvre comme Bérénice ou Tartuffe soient présentés dans des versions transposées et reliées à notre monde contemporain? La question ne se pose même pas. Mais à l'opéra, j'allais presque dire, quoi que l'on fasse, une partie du public manifeste. Une production trop conventionnelle, aucune réflexion, aucune imagination. Une transposition audacieuse, scandale, sacrilège. La seule explication que j'ai trouvée jusqu'ici est que le public lyrique aime l'odeur du soufre, la cruauté. Et c'est notamment le cas dans les opéras latins comme à Milan. Le public aime que le prototype échoue. Il aime que le chanteur fasse quelque chose d'exceptionnel, ajoute une note, invente une nouvelle variation ou rate l'air tant attendu. Le parallèle avec le cirque s'impose. On applaudit le trapéziste moins pour la performance elle-même, à laquelle on s'habitue, que pour le frisson qu'il nous a donné en risquant la chute, voire en tombant. La peur fait vibrer et l'accident peut rendre le plaisir encore plus pervers. Le contrat avec le spectateur est fondamentalement différent de celui qui existe au théâtre. Car il y a la performance, cette performance, je la rapproche dans une certaine mesure de la virtuosité. Depuis l'opéra baroque, on s'interroge sur l'adoration que suscite le virtuose. Il y a eu Farinelli, Paganini, Liszt dans le domaine de la musique instrumentale, ou les sopranos, John Sutherland, Nathalie Dessay, Cecilia Bartoli. Le chanteur virtuose dénaturalise la voix qui parle, comme le note Francis Wolff, et on en revient au merveilleux, à l'éblouissant, à la jouissance, guerre musicale souvent, qui rapproche l'art lyrique de prouesses gymnastiques. Naturellement, les plus grands, dont ceux que j'ai cités, dépassent la virtuosité propre pour mettre la technique au service de l'expression et donc de la musique. Quel public pour demain ? La question du public doit être distinguée de celle du spectateur, qui représente une caractéristique plus globale par-delà les individus. Le prix à payer constitue un premier point inévitable. La détermination des tarifs est stratégique dans la volonté d'élargir le public. Les études démontrent qu'il y a une élasticité prix forte. Dès que les prix augmentent, l'opéra perd du public, ou du moins a davantage de difficultés à remplir certains spectacles, et l'élasticité est asymétrique. En d'autres termes, on perd beaucoup plus vite de spectateurs lorsque l'on augmente les prix qu'on ne les regagne en les baissant. Quant à la cherté des places, nous nous heurtons à certains préjugés. Bien sûr, le prix maximum, je dis bien le prix maximum, sont toujours trop élevés. 210 € à Paris, 250 à la Scala, 300 au Met à New York,
320 à Covent Garden. Mais j'insiste sur la relativité de ces jugements, en particulier si on compare avec le prix des billets des stades de football ou avec ceux des concerts pop. Peu d'entre eux qui regrettent les prix trop élevés de l'opéra savent que sur le million de places proposées à la vente à l'Opéra de Paris, 40% sont vendus à un prix inférieur à 70 €. J'ai, dans chacun des théâtres où j'ai servi, mis en œuvre une politique artistique volontariste pour élargir le public. Je n'ai donc pas supprimé des pans entiers du répertoire, mais recherché la diversité à travers une exigence musicale et théâtrale. L'objectif n'a jamais été de remplacer un public par un autre, mais d'adresser des propositions à un public toujours plus large, susceptible d'être intéressé. Il s'agit ainsi moins de renouveler le public, ce qui laisse penser à une forme d'éviction, que de l'élargir. Je l'ai indiqué un peu plus tôt, chaque directeur de maison d'opéra se demande comment il va composer ses saisons et ce qu'il va proposer au public. Outre la question du répertoire, la démarche artistique me semble fondamentale pour élargir le public, pour créer de nouvelles œuvres et aussi pour donner des titres du répertoire. Alors, quelle proposition pour demain ? L'élément essentiel est de rompre avec toute logique muséale. Cela suppose de choisir des titres avec des équipes artistiques susceptibles d'avoir un regard, d'apporter une vision, de toucher le public. Il est fondamental que les équipes artistiques et surtout le metteur en scène parlent au public d'aujourd'hui. La Traviata, avec la question du conformisme social, Rigoletto avec celle des rapports entre les hommes et les femmes, sont des œuvres d'aujourd'hui, pour ne prendre que ces deux exemples verdiens. Alors, autant vous le confessez, les seules mises en espace traditionnelles, les mises en scène purement figuratives, malgré une débauche d'effets, de figurants, de décors, ne sont guère intéressantes, et je ne suis pas certain non plus qu'elles aident à élargir le public. Elles reproduisent, pour l'essentiel, une imagerie du passé et ne montrent en rien comment les grands thèmes évoqués par les librettistes et les compositeurs sont susceptibles d'enrichir le spectateur. Les transpositions contemporaines ou les mises en scène qui apportent un regard peuvent plaire, intéresser ou déplaire franchement. Mais je crois qu'il est dans notre mission de montrer au public que ces œuvres nous parlent plus d'un siècle après leur création. Il est vrai que certains cherchent parfois à prendre des libertés invraisemblables avec la partition et les livrets, et j'en ai fait l'expérience souvent dans ma carrière. Dernièrement, pour préparer les Huguenots qui ouvrira la prochaine saison à l'Opéra Bastille, j'ai été confronté à un metteur en scène qui voulait couper des passages entiers de la partition, inverser des scènes, pire encore, supprimer un des rôles essentiels, intervertir des parties chantées par des personnages et bouleverser la partition finale. Nous avons décidé, avec le chef d'orchestre, de recruter un autre metteur en scène. À l'Opéra de Paris, nous avons la chance de disposer de 2 théâtres extrêmement différents qui permettent au directeur de choisir le meilleur écrin pour les œuvres programmées. La question de la décoration de la salle est un premier facteur. Au Palais Garnier et à l'Opéra Bastille, l'architecture, les volumes, les couleurs de la salle ne sont pas étrangers à la manière avec laquelle le public reçoit le spectacle. Si, en 1875, les journalistes présents lors de l'inauguration avaient critiqué la taille impressionnante du Palais Garnier, en 1989, le curseur s'est déplacé vers le gigantesque vaisseau de Bastille, encore plus grand. Une répartition hermétique des 2 salles entre le lyrique et la danse ne peut légitimement s'ancrer. Ces architectures résonnent avec des époques, des répertoires, des genres propres au lyrique ou au chorégraphique. Le répertoire lyrique continue d'avoir besoin du Palais Garnier, tandis que l'art chorégraphique trouve sur la scène de l'Opéra Bastille de nouvelles potentialités et un public plus large, plus familial, notamment pour le grand ballet classique. En choisissant de programmer une trilogie Mozart da Ponte au Palais Garnier, j'ai tenu à assertir les opéras de Mozart dans un cadre acoustique et spatial
qui leur convient parfaitement, ou en demandant à un metteur en scène de réinscrire la Traviata dans les murs conçus par Charles Garnier, j'ai fait primer un choix artistique. Rendre au chef-d'œuvre de Verdi l'intimité de son propos permettra au public de partager la mélancolie de Violetta et la petitesse des sentiments qui l'étouffent. J'ajoute qu'au Palais Garnier et à Bastille ne se jouent pas les mêmes réflexes culturels, ce qui permet là encore d'élargir la proposition du public. L'opéra Bastille, imaginé et vendu comme un opéra populaire, a formidablement assumé ce rôle en multipliant le nombre de places chaque saison et en encourageant un public néophyte à oser franchir les portes du Palais Garnier, quelques stations plus loin, sur la ligne numéro 8 du métro. Et la troisième scène, plateforme digitale de création que nous avons initiée en 2015, est un tremplin supplémentaire vers l'une comme vers l'autre. Face aux enjeux de l'opéra de demain, Paris et la France ont la très grande chance de disposer d'un tel instrument de création au service de l'art lyrique. Reste une dernière question, fondamentale elle aussi. La puissance publique, en Europe et en France, veut-elle vraiment un opéra pour demain? Si l'on est convaincu que l'opéra a un avenir et un public, pour peu qu'on s'en donne les moyens dans les choix artistiques, subsiste la question la plus lourde de conséquences en Europe et tout particulièrement en France. Est-on certain que l'État veut et va continuer à vouloir subventionner les maisons d'opéra? On a compris que la réponse à cette question est déterminante. Aucune entreprise, aucun capital ne viendra s'investir dans une activité structurellement déficitaire et insusceptible de devenir rentable. Pour que l'opéra existe dans quelques années, la puissance publique doit admettre qu'il s'agit encore d'un service public et qu'il ne peut s'agir que d'un service public. Il me faut conclure. Par ces propos, j'ai d'abord voulu partager une conviction, celle que l'opéra a un avenir en France, en Europe et peut-être surtout ailleurs dans le monde, comme de nombreux exemples le montrent, de Shanghai au Caire. Pour que l'avenir de l'opéra soit à la hauteur de son histoire, de ses traditions, et surtout pour qu'il relève les quelques défis que j'ai décrits, il faut que les institutions, même les plus anciennes, adoptent une attitude d'ouverture résolue et de modernité. Il faut que tout soit mis en œuvre pour que les plus jeunes bénéficient d'une éducation musicale et de facilité pour accéder à ces maisons, souvent encore trop intimidantes. Il faut encore que les équipes artistiques tournent le dos à une logique purement patrimoniale et visent l'excellence, l'innovation, la pertinence et qu'elles refusent toute frilosité. J'ai donc choisi pour terminer cette intervention un extrait de La Fille de neige de Rimsky-Korsakov, mise en scène par Dimitri Tcherniakov et dirigée par Mikhail Tatarnikov à l'Opéra Bastille. Cette production incarne à mes yeux ce que l'opéra peut offrir de plus beau au public. La découverte d'une œuvre transposée avec fidélité, pertinence et poésie, par un metteur en scène d'aujourd'hui et servi par des musiciens d'exception. Orvesi
Прощай, дитя, и матери советов не забудь. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci.